CTV pour vous informer, mais aussi pour vous divertir. Ce matin, on vous informe justement par rapport à l'actualité qui est centrée sur les go des assises des États généraux, de la presse et de la communication et des médias. Le chef de l'État en a donné les tons hier. Félix Antoine Tshisekedi d'un discours très fort. D'abord, il annonce la volonté du gouvernement de pouvoir prendre un moratoire sur la question de délit de presse en attendant le vote par les parlements d'une loi appropriée, ce qui est une très bonne nouvelle, très applaudie d'ailleurs fréquemment par les participants hier au niveau du fleuve Congo Hôtel. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui dit également au nom du gouvernement attendre les conclusions de la cellule qui va travailler sur la viabilité des médias, la viabilité des entreprises publiques. Il a par ricochet dénoncé le fait de la pauvreté des médias, une pauvreté qui, selon le chef de l'État, qui est d'ailleurs évident, entache l'objectivité et l'impartialité du journaliste en ce qui concerne justement le vote de ce moratoire. Le président de la République a renvoyé la balle du côté des professionnels des médias. En tout cas, Félix Antoine Tshisekedi a demandé aux professionnels des médias de pouvoir renforcer les organes de régulation et d'autorégulation pour s'assurer effectivement que les journalistes qui travaillent sont en réalité des professionnels et non des moutons noirs. Parce que l'exercice de la liberté de la presse, conclut Félix Antoine Tshisekedi, nous donne des obligations, tout comme nous donne aussi des devoirs. On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Kursk qui va revenir également sur la rencontre des leaders des partis membres de l'Union sacrée. C'était avant-hier. Officiellement, c'est pour échanger le vœu. Mais les dessus des cartes, c'est qu'il y a eu un agenda politique pour pouvoir préparer les enjeux politiques à venir, la session prochaine, mais aussi la loi électorale qui sera peut-être débattue lors de la prochaine session. On parle également du partage des entreprises. Jusqu'à là, ça ne vient pas. Tous les leaders de l'Union sacrée étaient là, en commençant par le Premier ministre lui-même, chef du gouvernement. On a également vu certains délégués de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Bahati Mbosso. On a vu aussi quelques membres du MLC, quelques alliés. Les grands absents, c'était Jean-Marc Kabound, lui qui a des mailles à partir avec son parti, les partis présidentiels, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Deux thèmes feront le menu de ce troisième numéro de votre magazine. Avec Eric Izami, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, merci. En face d'Eric, nous aurons Pascal Onger, lui qui n'est plus à présenter dans cette émission. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Serge, bonjour également à Eric. Il y a longtemps que nous sommes vus et c'est l'occasion ici de le souhaiter d'ailleurs les meilleurs vœux d'une bonne année qui a commencé, l'année 2022, sûrement. Elle sera si meilleure pour lui. Très bien. Merci, je vous le réciproque. Allez, le même V, vous est réciproqué. Eric Izami, d'entame du jeu, on va prendre les présidents de la République. On parle des 2 décennies plus tard. Ces assises ont finalement eu lieu. Hier, c'était d'abord les travaux, le coup d'envoi par le président de la République et s'en est suivi les travaux en atelier. Le professeur Ekambo qui revient sur la viabilité des médias. Le professeur, comment il s'appelle, Aimé Kayembe qui revient sur la politique nationale de la communication et des médias en République démocratique du Congo. Alors, d'abord, si on peut commenter ces discours du président de la République, j'en retiens deux grandes choses, deux grands axes. D'abord, il parle du moratoire à l'absence d'une loi véritablement votée, une très bonne chose. Un moratoire, oui, mais assorti de contraintes. Renforcement, 1, des organes de régulation, renforcement, 2, des organes d'autorégulation, et que nous devons nous assurer que ceux qui font réellement ce travail, ce sont des journalistes, parce que ce travail, dit le président de la République, ne nous donne pas simplement de la liberté, mais nous avons aussi des obligations vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des tierces. Deuxième chose, pour terminer et vous donner la parole, le président de la République dit « J'attends impatiemment, au nom du gouvernement et au nom de l'ensemble, les conclusions du travaux sur la cellule technique de la viabilité des médias pour que le gouvernement puisse voir des voies et moyens comment venir à la recherche, à la rescousse du journaliste, parce que selon lui, et ce qui est vrai d'ailleurs, la pauvreté, c'est la forme la plus, en tout cas,
mauvaise qui aujourd'hui fait à ce que l'objectivité et même, je vais dire, l'impartialité des journalistes soit remise en cause. Votre petit commentaire. Les propos du chef de l'État sont à saluer. Je crois qu'il dit vrai. Et si vous avez bien suivi, que ce soit le chef de l'État ou même les autres officiels qui sont intervenus dans ces travaux, vous remarquez que c'est souvent à nous qu'on renvoie la balle. Parce que c'est à nous d'être beaucoup plus responsables, de pouvoir convaincre le nôtre pour que demain, notre secteur soit un secteur, je dirais, potable pour permettre à pouvoir bien faire le travail. Mais je crois que tout est lié chez nous. Quand on parle de la pauvreté, de quoi vivent le média? Les médias, en général, vivent de publicité. Mais les publicités nous viennent de qui? Des annonceurs. Les entreprises ne sont plus viables comme c'était à l'époque. Aussi au gouvernement de pouvoir nous aider à pouvoir ragaillardir ces entreprises qui autrefois pouvaient avoir des subsides pour pouvoir le verser de temps en temps dans le secteur des médias. Parce que sans ça aussi, je ne vois pas comment est-ce que nous allons vaincre cette pauvreté. Aussi, je voudrais que l'interpellation du chef de l'État pousse nous professionnels de médias à pouvoir faire en sorte que nous puissions prioriser surtout les réformes à apporter. Et là, je vois tout ce qui pourra être fait au niveau du Parlement. 20 ans après, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de lignes ont bougé, notamment par rapport à la technologie. La loi qui nous régit aujourd'hui n'a pas tenu compte de tout ce qui est arrivé avec les nouvelles technologies de l'information. La numérisation, hein? Tout ça, ça manque dans notre loi. Or, il y a beaucoup de bavures aussi dans ces secteurs-là. Nous devons vraiment mettre de l'ordre dans notre boutique comme pour pouvoir maintenant commencer aussi à critiquer ceux qui sont en face de nous. Mais je crois que tout est lié et notre responsabilité est de mise. Tout ce que le chef de l'État a dit, il a raison. Nous devons nous y mettre pour arranger et puis avancer. Parce que vous savez, nous avons un grand rôle, hein, pas seulement par rapport au fait que dans pas longtemps, ça sera les élections. C'est à nous de raconter ce qui se passe au pays. Je prends un cas. Généralement, les semaines qui sont passées ici, on a parlé des uns et des autres, notamment Kaboun qui, avec sa bavure, tweet et tout ça. Donald Trump, président américain, le 45e, avait géré les États-Unis probablement avec le tweet. Les tweets certifiés valent vos propos. Mais chez nous, bon, nous n'en sommes pas encore là. Pourquoi j'évoque ces cas? Il y a des blogueurs maintenant. Pour dire que le métier a évolué. Oui, on a passé beaucoup de temps. La technologie a évolué. Oui, mais avons-nous, nous, journalistes, évangélisé les nôtres, nos compatriotes, sur les vrais enjeux qu'attend notre pays? C'est nous qui serons à la base de tout ce qui sera fait, par exemple, pour la construction des futures voitures, avec notre cobalt, avec notre lithium. Combien de gens avions-nous formés pour être aptes à pouvoir bien répondre à ces rendez-vous? Nous avons passé notre temps à parler des gens, et parfois dans des sujets négatifs, plutôt que de parler des choses qui peuvent nous faire évoluer. Nous avons des rivières et des rivières, mais nous manquons de l'eau. Nous, presque, nous avons vraiment notre... Attendez, revenons dans les débats. Revenons dans les débats. Est-ce que l'appel ou l'interpellation du président de la République va trouver un écho favorable? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir extirper au sein de la corporation tous ces moutons noirs? Ça, oui, nous sommes prêts. Mais je dis que tout est lié. Parce que nous sommes prêts, nous allons par exemple apporter tout ce que nous voulons comme réforme au niveau du Parlement. À eux aussi de savoir que ceci est une priorité. Si ils mettent ça à côté pour prioriser les volets politiques, comme c'est souvent le cas, ça fait combien d'années qu'on a déposé des projets de loi qui parlent par exemple du respect, par exemple, de l'emblème de la Croix-Rouge chez nous? Combien de nos politiques pensent que cette question est une priorité? Très peu. Je comprends un peu, je comprends, Eric, votre crainte. Parce que là, vous parlez du respect de l'emblème, vous parlez d'autre chose. J'aimerais que nous puissions vraiment rester dans notre débat, dans les secteurs. Oui. Je prends par exemple l'actuel ministre, Mouya, d'ailleurs, à l'époque, il était encore député. Il a été au four et au moulin en ce qui concerne la loi sur l'accès, libre accès à l'information. 3 ans après, Félix est là. L'article 24 de la Constitution. 3 ans après, Félix est là, la loi souffre toujours. Alors, qu'est-ce qui nous rassure que les résolutions, évidemment, des États généraux seront d'application ou seront appliquées pendant que déjà nous avons des projets ou des propositions de loi ou déjà des lois votées qui restent en souffrance? Oui, justement, d'où l'interpellation que je suis en train de lancer et de faire ici, sachant que chez nous, tout est prioritaire ou presque. Et par rapport aux agendas politiques. Oui. Et puis nous sommes malheureusement à la veille d'une année électorale. Vous voyez, ça va se bousculer et généralement chez nous on va prioriser autre chose que ceux qui peuvent nous renforcer les uns les autres pour avancer demain. Parce que si la presse reste toujours fragilisée, notre population n'aura toujours pas la bonne information et n'ayant pas toujours la bonne information, n'aura pas non plus à prendre de bonnes décisions pour avancer. Et puis quand vous me parlez de cette histoire de l'accès
à l'information. Je crois que nous avons fort à faire. Hein. Ça relève même de la culture d'un peuple que de pouvoir facilement partager. Tout est secret défense. Ouais, je me rappelle quand j'étais en deuxième année de licence, je faisais mon TFC. Je devrais rentrer en contact avec plusieurs personnes qui devaient me fournir des informations. Ça parlait de tout ce qui est tout lié à cette époque-là, à l'OFIDA, l'actuel DGDA. Mais je n'avais pas la barbe, j'étais tout un jeune homme là. Et j'avais eu même du mal pour pouvoir parfois accéder à certaines informations, seulement parce que je suis tout jeune. Toi, tu es déjà en deuxième année de licence. La culture de pouvoir partager l'information à l'autre est difficile. Ici, sortons ici sur la rue, prenez juste le micro. La personne qui souffre du manque de courant, tu lui dis, veux-tu dire un mot par rapport au manque du courant? Lui qui en souffre, il ne voudra pas te donner l'information. Problème culturel. Donc, j'en appelle à nous d'être responsables, d'aller de l'avant, mais surtout aux autres membres de corps des métiers qui peuvent nous venir en aide, de nous aider. Je vois les parlements, je vois le gouvernement et les autres. Allez, merci beaucoup. Eric Izami qui devrait commenter avec nous ce premier thème de l'émission. Nous allons libérer Eric. Vous allez les suivre tout à l'heure. En direct sur Antenne A, le journal de 10h. Eric Izami Bolangana Mongalikita Bouanzali sur Antenne A, la chaîne des références. Merci à vous, cher Eric. On se retrouve la semaine prochaine. Tout à l'heure, là, Eric Izami parlait du courant. J'aimerais lancer ces cris d'alarme des habitants et populations de Lembafoire qui souffrent. Ça fait près de 2 semaines, ils n'ont toujours pas d'électricité. Ça, c'est à Lembafoire, je dois dire la vérité, parce qu'on a été contacté par plusieurs habitants de ces quartiers. Pascal Oranger, la pauvreté du Félix Tshisekedi. En tout cas, je vais quand même retrouver cette phrase du président de la République. La pauvreté des médias est la forme la plus dangereuse et la société est très menacée par les phénomènes fake news. Regardez, les présidents commencent même à nous faire des leçons. Il dit des vrais journalistes sont là en réalité pour confronter les sources. Ça, on nous a appris à l'école, vous et nous. Et après avoir confronté les sources, il faut passer à la vérification des faits. Mais pendant que les autres, ils sont à la recherche de buzz. C'est bien dommage. Hein? En tout cas, c'est bien dommage. Et il s'agit ici des états généraux. Voilà. Dans ma compréhension, j'estime qu'il s'agit d'un cadre de réflexion sur ce qui va et ce qui ne va pas. Justement. Et c'est dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses. Mais j'estime de mon point de vue qu'on ne peut pas faire avancer les choses avec les mêmes personnes qui posent le problème. Parce que ce qui est fondamental dans le fonctionnement de la presse en République démocratique du Congo, c'est l'improvisation. L'improvisation, ça veut dire plus des gens qui ne sont pas passés par le banc de l'école, école journalistique bien entendu, et demain il est journaliste. Et là, ça pose le problème de la compréhension des notions théoriques pour la pragmatisation, les mêmes attendements. Pour la pragmatisation maintenant du métier. C'est là où ça pose aussi problème sur le comportement. Et vous allez vous rendre compte, à l'époque, lorsqu'on a commencé par les états généraux et finalement définir certains concepts en journalisme, on dit en République démocratique du Congo, est journaliste toute personne qui vit de l'information. Est-ce qu'on peut définir le journalisme de cette façon? Le fait simplement que je vis de l'information, et donc je suis journaliste. Et à ce moment-là, Serge, avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà, tout le monde est journaliste. Mais justement, c'est ça. Et c'est là le problème. Mais les réformes, justement. Mais les réformes en question, c'est comme ça que je dis. Vous touchez du doigt les problèmes. C'est justement ça. Je pense d'ailleurs qu'on a 3 grandes commissions. La commission liée à la viabilité des médias, il y a la commission liée aux réformes des lois. Justement, parlant de ce que vous dites là, il y a une grande commission qui est mise en place pour traiter de cette question-là. Il faut faire évoluer un peu. Je n'ai rien à voir avec vos commissions. Merci. Moi, je dégage maintenant ma réflexion en tant que scientifique, spécialiste du domaine. Je n'ai fait l'université qu'autour de ça. Et voilà pourquoi, parfois, il y a souci. Mais lorsque nous voyons en face que le travail s'est fait pour qu'on améliore les conditions de travail, mais avec les mêmes personnes qui posent problème. Vous savez, j'ai vu d'autres figures là-bas. Lorsqu'ils sont à l'antenne, ils disent « je ne suis pas journaliste. Je suis un acteur social. » Mais lorsqu'on réfléchit sur ce qui concerne les journalistes, il est dedans. C'est une contradiction. Le chef de l'État, en tout cas le discours a été si pertinent. Comment convaincre alors? Parce que vous revenez sur le discours du chef de l'État. Comment convaincre? Quelles sont les garanties pour nous de pouvoir donner quel signal ou quels signaux donner aujourd'hui pour qu'on obtienne ne fût-ce que ces moratoires sur la dépénalisation du délit de presse en attendant les votes comme le chef l'a dit? Quelle garantie donner? Le chef l'a dit, la liberté
n'est pas à confondre avec le libertinage. Il y a des contraintes aussi. Ne peut bien comprendre ça, que c'est lui qui professionnel. est passé par la notion journaliste, ou les notions journalistes pour comprendre comment on traite l'information, comment on diffuse l'information. Maintenant, on ne traite plus. Hein. Et sinon, on s'improvise. Et c'est là, le délit dont question ici, on peut beau parler, tant qu'on n'aura pas assaini en amont le cadre, mais on va retomber, on va revenir toujours à ce cadre. Et aussi la question de la pauvreté, parce que lorsque la mer reste tendue, et d'ailleurs, je ne vois pas comment on va résoudre ce problème. Non, il y a quand même des propositions. Oui, propositions, oui. Ça, ce sont des propositions. Oui. Je dis, malgré il y aura ces propositions, mais je ne vois pas comment on va résoudre ce problème. Ne soyez pas vraiment... Dans les conditions actuelles, où la prise en charge de médias, je ne sais pas comment on va définir ça, et avec une multiplicité des médias aujourd'hui, avec l'avènement des TNT, où il n'y a plus un bon contrôle, et vous pensez que facilement on va trouver solution à partir du moment où, juste derrière vous ici, il y a des avenues qui ne sont pas encore réhabilitées, et on va penser l'argent seulement à la presse. L'autre élément, excusez Serge, parce que vous avez posé des questions, le confrère est venu, il va prendre parole. L'autre élément, c'est la question du CESAC. Vous ne réfléchissez pas sur ça. Ah oui. Toutes les autres institutions ont connu le changement. Au CESAC, il y a eu élection. Plus de 5 ans aujourd'hui, depuis qu'on a organisé ces élections, les gens ne sont jamais investis, ne sont jamais installés. Et ceux qui sont là, c'est une exception en République démocratique du Congo, ils veulent totaliser. D'ailleurs, ils sont en train de dépasser 10 ans. Posez-vous la question. Mais c'est avec eux qu'on va faire les états généraux. L'aautorégulation se fera comment? Avec des gens déjà dans leur esprit, ils se sentent dans l'illégitimité. Vous pensez qu'ils vont faire un bon travail? Ils ne feront pas. La preuve, c'est le régulateur, vous voulez parler du régulateur? Du régulateur, je veux dire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas le CESAC faire son travail. C'est l'enlisement. Hein? Moi, Pascal, je ne sens pas le CESAC faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il y a cet aspect également qui touche à l'air mental. Donc, substantiellement, j'estime qu'on est un peu mal parti. Alors, qu'est-ce qui justifie ces retards? En tout cas, je suis très mal placé pour en parler parce que moi-même, je suis délégué élu, pas délégué désigné, délégué élu, mais je n'ai pas été investi. Mais je suis mal placé pour en parler, mais j'en parle quand même parce qu'il s'agit de la profession, il s'agit des états généraux. Qu'est-ce qui peut justifier toute cette léthargie? Rien ne peut justifier. Rien ne peut justifier. Non, mais Félix, quand même, ça fait 3 ans. L'intérêt qu'il a pour renouveler la CENI. Attendez, l'intérêt qu'il a pour renouveler les membres de la CENI. C'est là où je rejoins en partie ce que le confrère Eric avait dit, il y a des agendas politiques. L'intérêt qu'il avait eu pour renouveler les conseils économiques et sociaux. Mais ce sont des institutions au même point d'égalité, on dit des institutions d'appui à la démocratie. Pourquoi ça ne marche pas avec les CESAC? Vous aurez du mal à être investi. Vous savez pourquoi? Non. Cette institution, qui ne devrait pas être politisée, a été hautement politisée par le régime passé. Ah oui. Donc, pour que vous soyez là, vous devez être proche du PPRD, vous devez être proche de tel parti, ainsi de suite. Voulez-vous aujourd'hui que Félix aussi accepte que ceux qui ont été choisis par le PPRD, ainsi de suite, viennent maintenant... Mais on peut recommencer le processus. Maintenant, le problème, on peut recommencer. La réflexion, c'est comment refaire? Il faudrait qu'on relance, n'est-ce pas? Mais dans une semaine, ça peut se faire. Mais il suffit que les chefs écrivent. C'est pour cela que j'évoque aux instances qui doivent envoyer les délégués. On recommence le processus. C'est pour cela que j'évoque la question. Merci, il faudrait qu'on trouve rapidement solution à cette question, à l'installation maintenant de nouveaux membres du CESAC. Parce que ceux qui sont là sont déjà devenus des coutumiers. Plus de 10 ans. On ne peut pas. Je ne sais pas s'il y a un mandat exceptionnel comme ça, alors que le mandat, bien entendu, est de 5 ans. Pascal Onger, ça c'était son coup de gueule sur ce plateau de kiosque. Je ne sais pas si ça lui tombe sur le plateau ou bien il avait déjà préparé ça. Non, mais c'est sur place ici, on est spécialiste. Allez, Charles-Quin Kankou, bonjour. Bonjour. Bienvenue, hein. Merci. J'allais dire Charles-Quin Kankou ou à Pasteur, comment... Charles-Quin Kankou Moïla. Non, Moïla, non, il y a un gars là que vous défendez sur le gars. Un pasteur, excusez-moi. Voilà, pasteur. Un pasteur, comment il s'appelle? Bon, c'est Paul-Joseph Paul Mukendi. Hein. Paul Mukendi. Je ne défends pas le docteur Paul Mukendi, mais je suis son conseiller en communication. Vous savez que votre photo, votre image est liée à ce pasteur-là. Quand vous passez, quand je vois déjà, au lieu de vous poser la question sur les états généraux, j'ai tendance à écoutez, moi, je suis du ministère Amen. Oui, oui. Mon père spirituel est connu, c'est l'apôtre Paul Mutombo Kalombo.
je conseille beaucoup d'acteurs politiques. Je suis le conseiller de Noël Chani, je conseille le docteur Paul Mukendi et beaucoup d'autres acteurs politiques. C'est vous qui avez conseillé le docteur de distribuer à vivre aux gens. Il semble que les gens se sont bagarrés là-bas. Le docteur Paul Mukendi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'œuvres sociales, hein, partout où il passe, à travers le monde. Et il ne va pas se limiter à la distribution des sacs de riz et des foufous. Demain, jeudi, ça sera gratuitement 2500 personnes qui auront leur macaron, mais bien sûr, ça s'était passé le jeudi prochain. Et les jeudis de cette semaine, demain, il y aura encore la distribution gratuite de beaucoup de sacs de riz et des foufous. Je dois rappeler bien quel rapport avec l'évangélisation. Quel rapport avec l'évangélisation? Bon, vous savez le problème c'est quoi, Serge Kabongo? Vous devez savoir que lorsque vous regardez dans la Bible, Jésus a opéré beaucoup de miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a donné aussi à manger. La seule et l'unique fois où le peuple a finalement décidé de faire Jésus roi, c'est lorsqu'il leur avait donné à manger. Ah bon? Donc c'est dans la Bible, mais bien sûr, lisez la Bible, vous allez comprendre ça. Donc le docteur Paul Mukendi, c'est qu'il peut prier, il peut prêcher, mais Dieu l'a béni avec beaucoup de moyens. Il peut aussi venir en aide aux fidèles, aux enfants de Dieu. Il aura des champs, des écoles où les membres de son église iront là-bas étudier gratuitement, des écoles où ils vont se faire soigner gratuitement. C'est sa façon, sa nouvelle façon de faire. Est-ce que ce n'est pas une action, comme ça s'est dit chez nous dans la profession, une action comme pour un peu mettre de côté son image écornée avec ce qui se passe? Bon, son image n'est pas écornée. Ceux qui connaissent bien ce qui se passe, notamment au Canada, savent très bien que cet homme de Dieu a été persécuté. Je dis bien persécuté par la justice canadienne. Alors, et ce sont même le système canadien qui a organisé à ce qu'il puisse quitter les sols canadiens pour se retrouver ici. Allez, on va voir ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, c'est qu'il y aura la distribution des vivres, la journée des prières, mais à la fin, ça sera sanctionné par la distribution des vivres. Mais la conférence du docteur Paul Mukendi qui a comme thème « Ne vous conformez pas au siècle présent » va débuter vendredi de cette semaine, samedi et dimanche. Très bien. Et voilà, les bus seront déployés partout. Les gens n'ont qu'à aller en face des camps Lufungo, là sur Willery, croisement Itaga. Et là, ils vont trouver le docteur Paul Mukendi là-bas. Parce que vous m'avez posé cette question. Non, vous savez, votre image est liée toujours à ces... Non, mon image n'est pas liée à ce pasteur-là. Moi, je suis du ministère Amen. C'est bon de dire, il faut apprendre aux gens comment pêcher. Les poissons, ils auront aujourd'hui, ils vont manger ça. Mais voilà pourquoi le projet qu'il a de faire des champs, il y aura des gens qui vont travailler là-bas, des hôpitaux, il y aura des fidèles qui vont travailler là-bas. Au moins, c'est bon. Donc voilà. C'est pas à l'ordre du jour, on va prendre les états généraux. Mais vous avez dit que l'unique fois on a fait de Jésus roi, c'est quand il a donné à manger. Exactement. Moi je vais chanter alors ce matin, je ne sais pas, à l'époque on était encore des petits garçons. Moto akoki kobika pona kongateo. Kasina maloba nyonso ya Nzambe. Ça vous dit quelque chose? Oui, la parole de Dieu, c'est d'abord ça, ce qui transforme, ce qui peut donner à quelqu'un des moyens, et c'est ce qui a donné au docteur Paul Mukendi de l'argent. Mais cela ne peut pas empêcher à un pasteur de poser des actes de charité. Et c'est d'ailleurs pour sa façon de fêter l'année 2022 avec les fidèles qu'il va... Le gouvernement de la République envisage d'accorder des moratoires sur la dépénalisation de délits de presse en attendant le vote d'une loi appropriée. Dixit Félix Antoine Tshisekedi, j'ajoute Tulombo. Alors, il faut renforcer les organes de régulation et d'autorégulation. Ceux qui exercent les métiers, est-ce qu'ils sont de vrais ou de faux professionnels? La balle dans le camp de vous professionnels. Il faut rassurer le gouvernement, rassurer les partenaires avant même la mise en place. Les votes, ça c'est le président de la République. Mais aussi la question liée à la viabilité des médias. Hier, les débats, après le discours du président de la République, a tourné tout autour de cette question de viabilité. Est-ce que la redevance, il faut cette redevance reste autour de la RTNC pendant qu'aujourd'hui, vous avez votre site d'information, vous avez votre journal, tout celui qui a le téléphone, mais il n'achète plus un journal. Il est là, il paie par téléphone, il entre, il lit tel article. Nous sommes en train de réfléchir sur comment trouver les ressources. Et le chef a dit, il n'attend que ça pour qu'au niveau du gouvernement, on puisse analyser la question et donner un peu de moyens. Bon, moi je me pose des questions, comme Pascal venait de les poser aussi. Les questions, est-ce que ça va résoudre véritablement le problème de la pauvreté des journalistes? C'est une question importante. Nous sommes dans une société où les enseignants ne sont pas payés comme aux États-Unis, comme en Europe. Nous sommes dans une société où les professeurs d'université pleurent.
nous sommes dans une société où les magistrats se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Nous sommes dans une société caractérisée par une pauvreté indescriptible, avec un budget de 10 milliards de dollars, plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. Est-ce que, à l'issue de ces états généraux, le problème de la pauvreté des journalistes va prendre fin? Ça, c'est un gros mensonge. Je ne crois pas que même si on viabilisait aujourd'hui, on prenait des mesures pour résoudre cette question, ça ne va pas résoudre de problème. Il faut commencer quelque part. Vous êtes d'avis qu'il faut... Oui, bien sûr. Je comprends pas votre scepticisme. C'est vrai. Mais il ne faut pas penser que parce que les magistrats, les enseignants, non, il faut commencer par quelque chose. Non, écoutez, cher Kamon, ne prenez pas un bout de phrase et tirez une conclusion. Je suis en train ici de vous interroger, de m'interroger et de dire clairement que après 3 jours ou 4 jours, ou dans 1 mois ou 2 mois, Serge Kabongo, vous n'allez pas venir ici me dire que le problème de la pauvreté... Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les défis, c'est les postes états généraux. Les vrais défis, les vrais paris, c'est de voir la matérialisation de ces recommandations, mais au moins ça ne nous interdit pas de pouvoir réfléchir. Non, mais moi j'ai dit il faut réfléchir. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le métier du journaliste au Congo est bradé, il y a dit n'importe quoi. Parce que, par moment, on ne s'est pas adapté. Si hier, il y avait la presse chaude qui cherchait les sensationnels, à l'époque de Mobutu et dans d'autres époques, aujourd'hui, ces sensationnels-là, c'est ce qu'on appelle le buzz. Le buzz aujourd'hui, c'est les sensationnels d'hier. Aujourd'hui, c'est le buzz, parce que les numériques sont intervenus. Voilà. Vous voyez? Donc, et ceux qui hier cherchaient à faire des grands tirages à cause des sensationnels, ils cherchent aujourd'hui de vues, notamment sur YouTube, et notamment dans d'autres sites d'information. Et comment faire trop de vues? Comment faire pour que les gens puissent beaucoup suivre? C'est pourquoi vous voyez certaines personnes glisser dans un peu du n'importe quoi, chercher le buzz. On ne traite plus d'informations. Parce qu'aujourd'hui, Serge Kabongo, si vous regardez très bien, les radios, les télévisions qui ont des chaînes YouTube, qui sont aussi sur YouTube, allez cliquer là-bas pour voir quelles ont été les vidéos qui étaient le plus vues. Oui. 400 000, 500 000 vues, 150 000 vues. Vous allez voir que c'est là où il y avait un peu de bêtises, c'est là où il y avait un peu... Regardez même la titraille ou le titre. Voilà. On vous dit... Bafingi Matama ya Félix Tshisekedi. Regardez même l'intention. L'intention de mettre les titres pour pousser les gens. Basamboussi, Mama Denise. Vous voyez ça? Voilà. Donc les gens pensent que les Congolais ou la diaspora congolaise aiment consommer des choses comme ça et il faut mettre ça sur la toile. Bon, écoutez, non, Serge Kabongo, on ne doit pas se limiter ici à avoir un regard limité sur le paysage médiatique congolais. Nous devons aussi aller au-delà. Aller aux États-Unis, regarder en France, chercher les vidéos les plus vues. 2 millions de vues, 5 millions de vues, 10 millions de vues. Vous allez comprendre que nous sommes dans un autre siècle. Les choses sont en train de changer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, oui, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a beaucoup de mystères dans ces thèmes-là. Mais dans ce siècle ici, c'est l'ère du numérique, des numériques. Voilà pourquoi donc, il faut faire avancer. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que ne vous étonnez pas qu'il y ait pratiquement la disparition de la télé classique dans 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. Des médias traditionnels. Oui, il y a disparition carrément de ça. Parce que je ne vois pas comment, dans 30 ans, 40 ans, comment les gens pourront continuer à se procurer de la presse papier. Je ne vois pas comment. Ils vont le faire comment? Ça va disparaître. Non, en France, moi j'ai vu, en France... Non. L'État travaille même pour promouvoir la presse imprimée. Mais ça ne réussit pas. J'ai subi beaucoup de débats autour de ça. Jusque-là, ça ne suffit pas. Merci. Parce que ceux qui lisent, ils sont chaque fois devant l'ordinateur, et avec le téléphone, avec son ordinateur, ils
peut avoir toutes sortes d'informations, cela, des journaux parlés, des journaux télévisés, des émissions. Il n'a pas le temps de rester devant le téléviseur. Abordons le dernier thème. Abordons les derniers thèmes qui nous intéressent ici. C'est les thèmes liés au deuxième panel animé par le professeur Jean-Louis Kayembe de l'UFASIC et de l'Université de Kinshasa, tout comme il est professeur des universités, il enseigne aussi à l'UCC. Les thèmes étaient, cher, je commence par vous parce que lui il a commencé avec les premiers thèmes. Je ne vais pas commencer avec le premier thème. Ah, c'est Eric. Hein? Jean-Luc Kayembe a parlé, Jean-Aimé Kayembe a parlé sur la politique nationale de la communication et des médias en République démocratique du Congo. Les constats malheureux qui a été dégagé hier par nous, conférenciers et les panélistes, c'est que le Congo est très mal présenté médiatiquement, à l'interne tout comme à l'externe. Et comment est-ce que nous, hommes des médias, nous pouvons développer un système de défense alternatif, donc un système de défense alternatif par les médias pour présenter la bonne image du Congo. C'est-à-dire, nous avons des valeurs, par exemple, comme le docteur Denis Mukwege, que nous devons vendre. Le Congo, il n'y a pas que des viols, mais il y a aussi des médecins qui peuvent aider. Au Congo, nous avons quand même une forêt dense, plus de 60% de la forêt équatoriale, le Congo. Mais quand vous voyez l'image du Congo, même nous-mêmes, même à l'extérieur, c'est l'image que l'extérieur veut que ça soit du Congo. C'est fondamentalement pertinent. Kayembe, professeur, je l'ai connu comme assistant, finalement chef des travaux, et il est devenu professeur pendant que nous on quittait l'université. Extrêmement pertinent et extrêmement intelligent. Et quand vous sentez comment il touche même le fond de la question, c'est de l'intelligence qui est dégagée. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai même souhaité que, sinon, je pensais que pour une bonne organisation de ces états généraux, on commencerait par des conceptions théoriques au niveau scientifique. Qu'on se mette d'accord sur les principes. Et ça veut dire que réunir, par exemple, les institutions qui enseignent le journalisme, les professeurs, les étudiants, ainsi de suite, on pose des thèmes, ils réfléchissent, ils dégagent les idées. Il y en a trois grandes ici, hein. L'UNIKIN, l'UFASIC, l'UCC et l'UPEN. Ouais, voilà. Les quatre grandes universités. Ils dégagent les idées, ils dégagent les orientations. On prendrait ces orientations, on les amènerait maintenant dans le débat ici, et on ajoute la dose, sinon la donne pratique. On adapte ça. Par les journalistes. Et c'est là où je suis en même temps d'accord avec le confrère Kankou, parce que nous sommes dans un autre paradigme. Il y a une autre réalité sociale au jour d'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux. Alors maintenant, les étudiants qui font chaque jour les travaux, fait d'études, fait des cycles, ils réfléchissent sur ces questions. Et ceux-là produiraient un travail qui faciliterait... Encadré par les enseignants. Voilà, mais malheureusement, là, on est dans un cadre où les scientifiques sont venus, bien sûr. Ils font des conférences. Ils vont faire des conférences. Ces conférences qui peuvent être contredites demain par les étudiants. Et alors qu'on aurait dû d'abord trouver un cadre consensuel au niveau scientifique. C'est une approche aussi. Hein. Malheureusement. C'est une approche. Alors, c'est là. Et donc, ce qu'il évoque comme problème, de mon point de vue, c'est pertinent. Et cela nécessite, je reviens toujours ici sur la donne morale. 2, le savoir-vivre. 3, la citoyenneté. Sinon, le patriotisme. Il ne peut bien concevoir ces choses qu'un citoyen instruit normalement. Un journaliste, cette fois-là, instruit normalement. Mais lorsque vous n'avez pas de journalistes instruits normalement, mais ils ne vont pas vous produire de telles réflexions, ils ne vont pas vous faire un tel travail. La conséquence, c'est que, comme le confrère l'a dit, je suis encore une fois de plus d'accord avec lui, au nom du buzz, ils vont vouloir faire n'importe quoi, pourvu que lui se retrouve, même si l'État perdait. Et alors qu'on a tout intérêt. Voilà. Il met même la sécurité de la République en péril. Il met la sécurité. Vous savez, j'ai mis une question de John Lungila, notre ami professeur John Lungila, qui a dit, ben, écoutez, sous d'autres cieux, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur votre pays. C'est-à-dire, ça risque d'entacher l'image. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre l'exemple de l'Angola. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie, ça évolue. Mais c'est question aussi que les leaders politiques puissent concevoir quelque chose
des valeurs, des principes autour duquel nous allons tous nous mettre d'accord, de gauche ou de droite, pour que les médias puissent vendre ça en termes de biens pour le pays. Vous savez, mais si vous avez un leadership politique défaillant, qui n'a pas une vision, vous voulez que les journalistes fassent quoi? C'est là où je suis très d'accord avec vous. Ouais. C'est là où vous devez saluer ici Félix Tshisekedi. Oh. Tu vois, oui, parce qu'il est venu dans le cadre de... Non, mais parce que aussitôt qu'il a été investi comme président de la République, la première rencontre avec les journalistes, c'était à Béatrice. Deuxième rencontre, c'est un président de la République. Peut-être que vous n'avez pas connu ça depuis que vous êtes né. Je suis avec Karl Marx. Il a un peu l'éthique de Mobutu. Bon, je suis avec Karl Marx. Vous terminez par là. C'est la superstructure qui définit l'infrastructure. Ouais. Lorsque vous avez des gens qui naviguent dans le temps, qui comprennent ce qui peut arriver demain après demain, arriver à ce que le confrère dit ici, le changement de temps, si vous n'avez pas de tels leaders, vous allez tourner en rond, vous n'allez rien résoudre. Mais si vous avez des leaders qui comprennent ça, il va vous aider aussi à comprendre. Il vous embarque, il vous amène à la destination. Parce que l'objectif atteindre, lui l'aura déjà perçu aujourd'hui. Oui. Il comprend que dans 10 ans, ceci va arriver. Allons-y. Parfois, il sera incompris. Mais c'est avec le temps qu'il sera compris et on atteint l'objectif. Mais lorsqu'on est comme tout le monde est comme tout le monde, on tient le gouvernement est comme tout le monde, à ce moment-là, la société ne sera pas évoluée. Permettez-moi, c'est vraiment un grand thème. Il y a un tout dernier qui nous reste. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de la matière, parce que vous êtes ce que moi j'appelle un doctrinaire. Merci. Au-delà d'être professionnel, vous avez appris la doctrine. Merci beaucoup. Et la doctrine vit désormais en vous. Merci beaucoup. Merci Pascal. Allez, comment est-ce que les médias congolais peuvent participer à ces rendez-vous? Pas les rendez-vous du devoir et du donner et du recevoir, comme disait le maréchal, mais à ces rendez-vous du développement. Comment les médias peuvent participer à ces rendez-vous du développement? Comment changer un peu les narratifs, mais qui donne le contenu à ces rendez-vous? Je vis par exemple, excusez-moi de le dire, je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez. Un ancien député journaliste, patron d'une chaîne ici, et il était député du parti... Il se connaît un peu, il a fait l'histoire, qui se donne le luxe de vilipender notre prix Nobel de la paix, M. Denis Mukwege, comme pour dire, ah ça la nini, ya Luxembourg, bah viola kabatou, bah viola kabasi, Congo toi on 145 territoires, sur territoire, alors on va courir à Bilo, on va hôpital, on des Angatina. Regardez, nous sommes dans un pays où on n'a plus de repères. Et on se perd, comme disait le professeur Kambaï Boatian. C'est des gens comme ça avec qui nous devons aller vers ces rendez-vous du développement du Congo. Mais il s'est dit, grand journaliste, grand bouliste, vous les connaissez. En parlant même, vous avez une idée sur eux. Bon, moi je suis vraiment choqué lorsque j'ai vu la vidéo de cet aîné-là que j'aime beaucoup. J'ai de très bonnes relations avec lui. Mais j'étais vraiment choqué de voir mais c'est ça, nous journalistes. Ce monsieur-là. C'est ça que nous journalistes nous faisons. De vilipender. Parce qu'il a eu un visa pour aller en Espagne. Écoutez, le docteur Mukwege, le travail que cet homme-là a abattu pour soulager les douleurs des femmes violées. Et voir quelqu'un comme ça commencer à dire qu'il est en train de vendre les viols. Non, ça c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. C'est-à-dire que nous, journalistes, c'est ce que Félix a fustigé. Nous, journalistes, nous ne savons plus vendre des valeurs. Nous ne savons plus vendre les repères. On n'a plus de repères. Bon, Serge Kabon, quel est le repère du journalisme aujourd'hui? Nous devons connaître, nous devons comprendre une telle chose. Oui. Le confrère en question qui s'est attaqué au docteur Mukwege n'a commis aucune infraction. Il n'a pas commis d'infraction. Il a joui de sa liberté d'expression, mais je dirais une jouissance sale. Oui, bon. Est-ce qu'il a véhiculé quelle image du pays? Non, mais il a très mal vendu l'image de Mukwege parce que ce monsieur-là a fait un grand travail pour soulager les douleurs des femmes violées. Merci. Non, mais attendez, il ne pouvait pas aller jusqu'à dire qu'il est en train de vendre les viols. Parce que ce que Mukwege fait et ce qu'il a fait là-bas, c'est des réalités vécues dans cette partie de la République. Alors, comment nous maintenant, la question? C'est les leaders politiques qui donnent le contenu
à ce qu'on appelle le VVC, vouloir vivre commun, et nous les médias nous relayons, mais oui, en tenant aussi compte de la liberté que nous avons, de nos oui, lignes éditoriales. Nous avons tout à fait, tout à fait. Mais donc, devant le Congo, on met un peu de côté la ligne éditoriale parce que c'est l'intérêt du Congo qui devait primer. L'intérêt du Congo, c'est quoi? Voilà pourquoi moi je n'ai jamais été d'accord, même lorsqu'on était dans l'époque où les gens s'en prenaient à Kabila, les journalistes qui disaient nous on combat le régime Kabila. Je ne sais pas si les journalistes ont le droit de dire je combats tel régime. Je ne sais pas si c'est dans la mission des journalistes. Mais toutes les fois qu'il était question des questions sécuritaires, moi je me disais toujours, mais quel est le dividende politique que Kabila peut tirer en voyant des femmes décapitées, les enfants tués à Beni? Il arrive là-bas, il débarque aujourd'hui. Les soirs, lorsqu'il quitte Beni, on tue, on pille, mais les journalistes et les acteurs politiques disaient c'est Kabila qui était responsable. Donc on ne se mettait pas d'accord, notamment sur des questions de l'intégrité territoriale de notre pays. Jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas que des questions, par exemple, de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas la question Chilombo. Non. Et vous allez voir les acteurs politiques qui, aujourd'hui, sont avec des journalistes, qui s'en prennent notamment au président de la République. C'est comme si le président actuel est content de voir ces spectacles-là sanglants dans cette partie de la République. Je suis vraiment désolé de constater cela. Mais je pense que la vision, vendre, là où nous devons nous mettre d'accord, c'est par exemple sur des questions de souveraineté, l'intégrité territoriale, des questions qui touchent la souveraineté de notre pays. Nous devons vendre ces images-là. Mais aujourd'hui, c'est Kabongo. Il y a une question importante. Je pense que les États généraux doivent aussi comprendre certaines choses. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce qu'un journaliste attaché de presse, par exemple, ne peut pas présenter un journal parlé ou télévisé? Il vient, il commence à lire les chapeaux. Est-ce qu'un journaliste ne peut pas faire ça parce qu'il est attaché de presse dans un ministère quelconque? Il ne peut même pas présenter un journal. Alors que les journaux, et là, nous savons comment ça se passe. Ils trouvent les chapeaux. Il y a des chefs d'édition. C'est le débat. Madame, monsieur, prenez rendez-vous avec Kiosque demain 9h30. C'est chaud sur ce plateau avec Pascal et Charles Quint. Eric Izami nous a quittés. Je crois il est 10h. Il devrait déjà finir son bulletin d'information. Pascal, vous allez quand même terminer avec cette réunion. Vous avez 1 minute 30. Pascal en aura 1 minute 40. C'est l'aîné. On lui ajoute encore 2 secondes de plus. Cette réunion du membre de l'Union Sacrée, on dit que c'était l'échange de vues, mais à la fin, c'est la mère Mende qui en fait le compte rendu. Officiellement, il n'est pas porté-parole, mais vous dit quand même qu'il y a eu de l'agenda politique. Bon, des polémistes voudront bien se poser de questions, mais on n'a pas vu des figures de proue de l'IDPS. C'est-à-dire les choses se dessinent pour la session prochaine, la nouvelle année aussi. C'est l'année d'avant les élections. Hein. Il faut se dire, on est avec qui comme allié, on ira avec qui comme allié. Et ce bloc-là va peut-être se dessiner autour des grandes options qui seront levées sur des questions importantes, par exemple liées à la loi électorale, la question du seuil, est-ce qu'il faut aller avec ou pas, est-ce qu'il faut garder l'unique tour ou bien il faut revenir au détour. Les gens de l'Union Sacrée se réunissent difficilement hein, pour des grandes options comme ça. Et je crois même, Moïse Katumbi l'avait dénoncé, qu'il y a absence de réunion et peut-être chacun commence à spéculer. Bon, moi j'aurais voulu que l'on consacre cette émission aux États généraux de la presse parce que chaque fois on parle des autres mais on n'a pas le temps suffisamment de parler de nous-mêmes. On a beaucoup de choses à dire. Mais moi je ne vois pas ce que je dois commenter. Bon, Union Sacrée, l'absence de Kabound. Tout se dessine sans lui désormais. Bon, est-ce que le sort de Kabound est scellé? Ça, c'est la grosse question. Parce qu'aujourd'hui, le sort de Kabound se trouve entre les mains de Tshisekedi. Tshisekedi ne s'est pas encore prononcé par des conseillers interposés ou autres personnes pour dire clairement j'ai désavoué Kabound. Jusque-là, il ne s'est pas prononcé. Hein. Mais cette voilà série pourquoi. de désavés, là, la série de désavés des fédérations. Oui, il y a tous ces désavés-là sont là. Mais le président lui-même, oui, c'est aussi une pression sur les chefs. Oui. C'est aussi une pression sur les chefs. Merci. Et je ne sais pas quelle sera la décision que Tshisekedi prendra pour Kabound. Attendons voir ce qui va se passer. Est-ce que Félix parce que nous étions sur ce plateau il y a quelques jours, on croyait que les sorts de Kabound étaient complètement scellés. Mais jusque-là, en tout cas, Kabound, on attend que Tshisekedi se prononce lui-même. Parce que c'est celui qui a les derniers mots.
Si aujourd'hui, il renouvelle sa confiance à Kabound, en tout cas, il va d'abord convoquer les bancs et l'arrière-banc, tout le monde, pour échanger afin de fumer les calumets de la paix et de faire en sorte que Kabound soit accepté au sein de l'Union sacrée et peut-être au sein de l'UDPS. Ce qui sera extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, il y a un climat délétère au sein de l'Union sacrée et aussi au sein de l'UDPS. Est-ce que Tshisekedi pourra sacrifier les intérêts supérieurs de sa famille politique pour sauver d'un grand nombre, pour seulement sauver Kabound? Point d'interrogation. Est-ce que pourra-t-il aussi jeter Kabound, celui qui s'est battu pendant des années à côté de son père et aussi à côté de lui, alors qu'aujourd'hui, on voit ce qui était avec Kabila, ce sont eux aujourd'hui qui se mettent au devant de la scène pour commencer à proclamer à tout haut leur loyauté et fidélité au président de la République. Attendons voir comment Tshisekedi va se décider par rapport à cela. Deux questions. N'allez pas au-delà de ces deux questions. Je vais vous retirer la parole. J'ai vu la vidéo d'avant-hier, mais j'ai vu ça hier. C'est vraiment comme si c'était les gens du FCC. Hein. Sam Aloukonde lui-même, du FCC. Mende qui fait les porte-paroles. Bosso, Bati. Je n'ai pas vu vraiment des figures de changement, des Katumbi ou du MLC ou encore des l'UDPS. Je ne sais pas. Vraiment, c'est des anciens qui récupèrent maintenant leur place autour de Félix Tshisekedi. Je tire juste des petites leçons. La première, c'est que sur la peau du léopard, on ne s'assoit jamais à deux. Première petite leçon. Merci. Deuxième petite leçon, il faut toujours éviter de s'approcher trop du soleil. Va vous brûler. Troisième petite leçon, les hommes forts qui commencent avec le chef ne terminent jamais avec le chef. C'est la première leçon. Merci. Mais ici, c'est que, regarde, vous, le confrère est là, nous autres, le combat que nous avions mené à un certain moment, même si on est journaliste, il faut le dire. C'est autour des valeurs. Autour des valeurs. Les valeurs démocratiques. Autour des respect valeurs. de la Constitution, respect du délai constitutionnel. Il a posé la question, lorsqu'on voit des figures qu'on a affichées hier, je me dis, même l'opinion a une réaction négative, Oui. qui risquerait maintenant de ternir même l'image du chef. De mon point de vue, ceux-là ne cherchent qu'un objectif, avoir des fonctions d'État. C'est ça, c'est simple. Demain, si un autre, n'est-ce pas, monte à la trône, et ils vont s'agglutiner encore. On avait dit ça à Kabila, n'est-ce pas? Vous et nous, voilà on a dit ça à Kabila. Voilà pourquoi je souhaite que le chef de l'État écoute ceux avec qui il a mené le combat pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. C'est de cette façon que, même pour les réalisations des besoins de la société, il saura le faire. Parce qu'avec ceux que j'ai vus hier, ils n'ont pas aidé Kabila et ils seront aidés Tshisekedi. Je ne pense pas du tout. Et il ne faudrait pas que nous aussi... Les soutiens de Mende et de son parti à la candidature prochaine de Félix. Merci, Pascal Onge, vous avez tout dit. Tenez mon consent. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je vous appelle Félix, c'est parce que les débats c'est notre président. Il faut noter que le président de la République a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on peut être... Je ne refuse pas qu'il ait besoin de tout le monde. Mais il y a tout le monde et tout le monde. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas que de Serge, je sois mal vu par ceux qui ont voulu que je sois là où je suis. Merci. Alors maintenant, question de tamiser, oui. et prendre les bons fruits et faire route ensemble, atteindre l'objectif. Madame, Monsieur, je vous rends l'antenne. Je rends l'antenne parce que Doudou Montiri va me succéder juste 4 minutes après cette émission. C'est vrai que Kabound traverse des moments très difficiles, mais je pose deux questions. Est-ce que le président de la République a vraiment intérêt? Il y aura des dividendes politiques à pouvoir faire partir Kabound. Il va gagner quoi politiquement? Est-ce que la logique n'est pas qu'il faut quand même l'affaiblir et les laisser, qu'il n'ait pas beaucoup de marge de manœuvre, au moins pourvu qu'il reste là, comme une sorte d'épouvantail. Il n'est pas chassé, mais on le dépouille un peu de certaines prérogatives parce qu'il en faisait, selon ses détracteurs, un peu de trop. C'est des questionnements. Merci à Pascal et merci à Charles Kenkankou, à toute l'équipe technique, Dadi Koussaka, merci bien. Merci à Moro Zambé pour ces belles images. Je l'appelle Maestro. On se retrouve demain, jeudi écho. Faustin Koudiasiela, Joachim Diana. Au revoir.